C'est beau, on est rendu à 90. Ouais. Donc, et il est 1 heure, donc il me fait bien plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre dernière présentation webinaire de l'hiver. Je suis Sylvia Rousseau, coordonnatrice à l'enseignement pour Courtepointe Québec. Il me fait vraiment plaisir d'accueillir Lise Bélanger. Lise est une courtepointière artistique qui s'est illustrée en gagnant plusieurs rubans, en participant à plusieurs expositions internationales. Donc, sans plus tarder, je vais vous passer à Lise. Little word first in English. Welcome to our continued webinar series featuring Lise Bélanger today. Due to some technical errors, the presentation will be only in French, but if you have any questions, you can ask them and we will answer them. Thank you very much. So here we are. Here's Lise for all of you. Donc, c'est à toi, Lise. Bien, bonjour tout le monde et merci Sylvia pour l'introduction et merci d'être ici cet après-midi, de vous avoir connecté dans cette belle journée. La plupart des gens ont une belle journée ensoleillée, mais ça ne sera pas tellement long, alors on va pouvoir on va avoir du temps pour aller dehors. Alors, comme Sylvia a dit, oui, je fais surtout de la courte pointe artistique. J'ai quand même fait de la courte pointe traditionnelle. Je vais vous en montrer même aujourd'hui quelques-unes. Et j'ai gagné plusieurs prix. Mais par contre, ce qui m'anime le plus, c'est vraiment la courte pointe artistique. Fait qu'on va commencer. Je veux un gros merci aux gens de la France aussi. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens de la France qui étaient là et partout au Québec. Alors, je suis originaire de Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent, et je suis née dans une famille de couturières. Je ne suis pas née avec une paire de ciseaux dans les mains, mais pas loin, parce que ma mère et mes deux grands-mères cousaient. Une de mes grands-mères avait un magasin de tissus, puis je demeurais à côté du magasin Signeur. Alors, je ne sais pas si vous voyez le thème. Et même si j'avais deux sœurs, j'étais la seule qui était fascinée par le tissu. Dès que j'ai pu me déplacer, je ne jouais pas avec les chaudrons de ma mère, mais bien avec ses tissus et ses accessoires de tissu. Fait qu'il fallait qu'elle fasse attention parce que j'étais toujours dans la salle de couture. Alors, cette présentation n'est pas une galerie complète de mes courtes pointes, mais bien ce qui m'a amené à en faire. Comme vous voyez, ça vient de loin. J'aimerais vous faire connaître mon cheminement à partir de mon enfance jusqu'à aujourd'hui et vous démontrer que lorsqu'on fait ce qu'on aime, la vie nous supporte et nous guide si on veut bien l'écouter. On me dit souvent « Ah, toi, c'est pas pareil, tu es un artiste. » Puis ça me fait sourire parce qu'à la fin de la présentation, je vais vous donner la définition d'un artiste que moi, j'ai adopté le jour où je l'ai trouvé. En espérant de tout cœur que cette définition saura vous inspirer dans vos projets et dans toutes les sphères de votre vie. Bon, je suis obligée d'utiliser ma souris. Alors, je vous présente ma grand-mère, du côté de ma mère, une de mes premières influences. Cette femme a élevé 18 enfants dans des conditions de pauvreté. Elle savait tout faire, du tondage des moutons au tissage jusqu'à la confection des habits dans le mariage, pour le mariage de tous ses enfants. Moi, je me souviens de ma grand-mère, surtout pour ses couvertures faites avec des retailles de tissu. Je me souviens pas du mot courte pointe, mais bien du mot couverture. Mais après avoir lu sa biographie dernièrement, qu'une de ses filles avait écrit, j'ai vu qu'elle les appelait, elle utilisait le mot courte pointe, malgré qu'elle ne mettait pas de bourre entre les deux épaisseurs. Et comme vous savez, par définition, une courte pointe doit avoir 3 épaisseurs. Puis possiblement parce que la bourre était difficile à avoir dans la région et par manque d'argent. Toute la couture qu'elle a faite durant sa vie a été faite avec une machine à coudre à signeur à pédale. Je suis certaine que si quelqu'un un jour lui a offert une machine à coudre électrique, je suis certaine qu'elle préférait garder sa vieille machine. On lui apportait des poches de linge et des restants de tissu afin qu'elle nous fasse des courtes pointes. Comme vous voyez dans la première courte pointe, elle utilisait ce qu'elle avait sous la main. Alors, s'il manquait du tissu, elle utilisait autre chose pour compléter. Elle n'aurait jamais rêvé d'acheter du tissu neuf. Pourtant, mon autre grand-mère avait un magasin de tissu, imaginez-vous. Parce que pour elle, ça aurait été du gaspillage. C'était la championne du recyclage. Un jour, mon grand-père cherchait sa chemise rouge
pour enfin la trouver découpée en petits morceaux. Elle avait manqué de couleur rouge, elle avait utilisé sa chemise. Alors, ici, vous voyez, elle manquait de tissu, alors elle a pris un autre jaune. Par contre, elle l'a matché avec la... Elle l'a fait coordonner avec la bordure qui était sûrement un vieux drap. Alors, la courte pointe du centre, celle-ci, ça, c'est ma favorite parce que je connais tous les tissus à quoi ils ont servi. Je m'en souviens de presque toutes. Elle m'apporte beaucoup de souvenirs. Alors, comme vous pouvez voir, elle avait un œil naturel pour les couleurs. Je me souviens d'elle quand elle avait dans les 80 avancés. Elle regardait encore les étudiants de la polyvalente passer devant chez elle pour voir quelle couleur qui était à mode. Ses courtes pointes étaient loin de la perfection, mais tout comme ma grand-mère, c'était fait avec amour. Elle est décédée à l'âge de 99 ans. Alors, soyez réconfortés. Les enfants et la courte pointe, c'est pas ça qui va vous faire mourir. Alors, ensuite, ma mère a été aussi une grande influence pour moi parce que vous pouvez voir sur ces images, elle cousait presque tous nos vêtements quand j'étais jeune. Elle a arrêté de coudre quand mon père a ouvert un magasin, puis elle a dû s'en occuper. Malgré tout, ma mère se préoccupait beaucoup de la mode et dans ce temps-là, dans notre région, si on pouvait avoir des vêtements faits avec des vêtements faits à la main avec les derniers patrons qui venaient de sortir, bien, on pouvait être à la mode. Alors, je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps chez Mme Soucy pour des essayages. À ma fête, j'avais la chance de choisir un patron et du tissu chez ma grand-mère du côté de mon père. Et pour moi, là, ça, c'était vraiment la fête. Alors, j'aimais tellement coudre pour mes Barbies qu'un jour, j'ai oublié que c'était mon anniversaire, tellement j'étais préoccupée par mon projet de couture. Après avoir soupé, je suis retournée à toute vitesse travailler sur mon projet et pas longtemps après, tout le monde criait après moi dans la cuisine pour que je vienne manger mon dessert. Alors, j'avais complètement oublié que c'était ma fête. Alors, vous pouvez voir comment c'est encore facile pour moi d'oublier de faire un souper. Alors, malgré toutes ces influences, j'ai toujours été autodidacte. Je me souviens pas que ma mère ou mes grands-mères m'aient montré à coudre. Je me souviens seulement de descendre au magasin pour poser des questions à ma mère quand j'étais bloquée sur un projet. Puis comme je suis visuelle et que je ne suis pas très bonne pour lire les instructions, je suivais les images du patron, ce que je fais encore aujourd'hui, et j'inventais des façons de faire. Alors, adolescente, je faisais beaucoup mon linge et quand j'ai appris qu'on pouvait aller à l'école de couture, je n'ai pas hésité à m'inscrire. Ici, je voulais vous montrer les pantoufles. Quand j'ai revu cette photo-là, j'en revenais pas. Je ne sais même pas comment je pouvais faire pour marcher avec ça. Anyway, ce qui m'a amené en 1980 à commencer mes études en arts vestimentaires au campus Notre-Dame-de-Foix à Cap-Rouge. Alors, les images que vous voyez sont mes créations pour le défilé de mode de la fin d'études. Mon stage de fin d'études a été fait en partie à Radio-Canada et au Costumier du Roi à Montréal, où j'ai eu mon baptême de la couture, en me rentrant une aiguille à coudre dans le doigt, qu'on dirait en bon québécois, d'aplomb. Ce fut la seule fois de ma carrière que je l'ai fait et j'ai appris par la suite qu'au théâtre, on m'a dit qu'il fallait faire ça au moins une fois, c'était comme un baptême. Alors pour moi, c'était déjà fait. Alors, après mon stage en 1983, à la fin de mes études, 4 étudiantes ont été choisies, dont moi-même, pour aller au théâtre de Banff en Alberta, au campus du Banff School of Fine Art. Alors, à chaque été, le théâtre de Banff faisait 4 productions théâtrales. Il y avait une coupeuse, ce qu'on appelle une patronisse, qui était francophone et qui recrutait chaque année des étudiantes finissantes pour son équipe. Je me souviens d'avoir été tellement excitée quand j'ai su la nouvelle, mais pas longtemps après, je me suis rendu compte que je ne savais même pas où je m'en allais. Alors, comme j'étais une avide skieuse de ski alpin, j'étais au 7e ciel quand j'ai appris que je m'en allais dans les Rocheuses. Hein. Alors, c'est ici qu'a commencé ma carrière dans les plus grands théâtres du Canada. Alors, le 29 mai 1983, c'était ma première journée à Banff. J'avais acheté un billet d'avion sans savoir où j'allais rester à mon arrivée à l'aéroport, mais je savais que j'avais des amis de Trois-Pistoles qui restaient à Calgary. C'était tous des amis d'enfance, alors je les ai appelés à mon arrivée. Ils m'ont hébergé avec ma compagne de voyage pour la nuit et ils nous ont amenés faire du ski à Sunshine Village le lendemain. Imaginez-vous, il faisait 86 degrés dans les pentes de ski, c'était incroyable. On était tous littéralement brûlés à la fin de la journée.
Ça fut un moment magique pour moi. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de la mettre. C'est la photo ici avec ces beaux jeunes hommes, tous des amis de Trois Pistoles. La photo à côté est pour montrer que souvent, ici, souvent le matin, il fallait faire le tour du théâtre parce qu'il y avait souvent un troupeau de caribous devant la porte d'entrée. Surtout durant la saison des amours, il y avait toujours un mâle avec toutes les femelles. Il fallait faire le tour puis faire attention parce qu'il était encore plus agressif à ce moment-là. Alors, après la saison d'été qui a été terminée, j'ai postulé et je suis restée pour l'hiver afin de poursuivre mon apprentissage. L'hiver, on montait une production, mais tout le monde, excepté les personnes responsables du département, étaient des étudiants. Alors, comme les deux acteurs que vous voyez en costume. Comme je ne parlais pas vraiment anglais, que la personne responsable du département de confection était une anglophone d'Angleterre, alors j'ai dû continuer à raffiner ma débrouillardise. Alors, je l'écoutais m'expliquer ce qu'elle voulait, souriais, mais je ne comprenais rien. Pas grand-chose. Alors, quand j'arrivais à ma table, je regardais les morceaux de tissu qu'elle m'avait donnés et par déduction, je réussissais à créer ce qu'elle voulait. C'était très drôle, en fin de compte. Tout ce que je me souviens d'elle, c'est qu'elle disait souvent « Cheerios ». Alors, il fallait vraiment aimer ça parce que jusqu'aux années 90, les heures de travail n'étaient pas comptées. On faisait énormément d'heures supplémentaires. Des semaines de 60 heures et plus étaient chose courante durant des mois. Alors, me voici à 3 heures du matin. Voyons, ma souris, OK, ici, là. À 3 heures du matin, pour finir un costume qui devait partir le lendemain, mais qui, en fait, est parti plusieurs jours plus tard. Comme je vous dis, il fallait vraiment aimer ça. Ça, ici, c'était la production de Doctor and Devils, pour ceux qui connaissent un peu les pièces de théâtre. Alors, à la fin de l'hiver à Banff, j'ai reçu un téléphone de la coupeuse pour qui j'avais travaillé durant l'été précédent. Elle était rendue au théâtre de Stratford en Ontario et elle m'a demandé si je voulais travailler pour elle. Alors, comme je vous ai dit, elle était francophone. C'est une des raisons pour lesquelles je n'avais pas appris beaucoup l'anglais durant mon été à Banff. Et toute mon équipe parlait français également. Alors, arrivé à Stratford, j'ai décidé de vivre avec des anglophones en appartement pour m'aider à apprendre l'anglais. J'étais bonne couturière de nature, mais c'est vraiment au théâtre que j'ai appris la précision. On n'avait pas droit à l'erreur. Quand on devait faire une correction après un essayage, il fallait coudre sur la ligne afin que le costume puisse bien faire au prochain essayage. Surtout quand on cousait des corsets au millimètre près. Même les costumes d'époque pour hommes demandaient également beaucoup d'ajustements serrés. Là. Il fallait vraiment être vraiment juste dans ce qu'on faisait. Alors, la première photo, c'est le gars du ménage qui faisait le Père Noël. Comme vous pouvez voir, il y avait une mop sur la tête comme perruque. Alors, même si les semaines étaient longues, on avait énormément de plaisir. Malgré les longues heures, moi, j'ai jamais eu l'impression de travailler quand j'étais au théâtre durant toutes les années que j'ai travaillé. La photo à côté, c'est le théâtre de Stratford. Mais ma première année, quand je suis arrivée, on travaillait dans une vieille école. Le théâtre était encore en construction. Alors, quand on est rentré dans le théâtre, c'était vraiment tout neuf, tout beau, tout neuf, avec des belles grandes vitrines pour les couturières. C'était vraiment, vraiment chouette. Alors, durant mes années à Stratford, j'ai travaillé surtout pour un tailleur. Alors, je faisais des costumes pour les hommes. On a voulu que je devienne patroniste, mais je me suis vite rendu compte que j'étais vraiment une couturière de l'âme, dans l'âme, et je préférais vraiment le rester. Alors, j'ai continué seulement à faire de la couture. La dernière photo, c'est Combe Pure. Il est connu au Québec pour le film Good Cop, Bad Cop. J'étais celle qui cousait ses costumes. Mais moi, dans le temps, je n'avais aucune idée qui il était. Je savais qu'il y avait toujours des rôles importants, mais pas plus que ça, parce que je n'étais pas très impressionnée. C'était juste Combe Pure. Alors, on voyait souvent des grands artistes. Il y avait souvent aussi Christopher Plummer, qui est mort récemment, qui était souvent à Stratford, mais bon, comme je ne parlais pas beaucoup anglais, je ne les connaissais pas vraiment. Alors, mon conjoint, éventuellement, a déménagé à Midland. Le voyagement de 3h30 les fins de semaine commençait à peser lourd. Alors, je suis déménagée à Midland et j'ai travaillé dans un centre d'interprétation. Ensuite, dans un magasin de vêtements haut de gamme. Mais tu sais, l'entrepreneuriat et la couture n'a pas pris beaucoup de temps à revenir au galop. Alors, de 1990 à 1996, j'ai décidé de confectionner des vêtements pour enfants.
et ça s'appelait Giggles and Wiggles. L'idée originale était de faire des patrons de vêtements pour enfants et de pré-couper les kits afin que les gens aient seulement à l'écoute. Pour moi, la préparation de taillage, comme je vous ai dit, je ne vais pas devenir patroniste, du tissu n'est pas nécessairement la partie la plus amusante du processus. Alors, je voulais éliminer cette étape. Je ne me souviens pas ce qui est arrivé, ce qui s'est passé, mais je me suis mis à coudre les vêtements et à les vendre dans les salons d'artisanat partout en Ontario. Alors, je faisais 36 salons par année, j'avais 2 couturières à temps plein et pas beaucoup de temps pour moi. Alors, comme je n'aime pas, j'aimais pas l'idée de vendre dans des magasins, ça fait qu'après 6 ans, j'étais complètement épuisée et j'ai décidé de tout liquider et de retourner au théâtre en attendant la prochaine étape de ma vie. Alors, je n'ai jamais fait de kit. C'est de 1996 à 2000, je suis partie travailler pour 2 autres compagnies de théâtre à Toronto qui faisaient des productions d'envergure telles que Mamma Mia, Le Fantôme de l'Opéra, Les Misérables, Le Roi Lion, et ainsi de suite. J'ai fait des costumes pour les femmes et pour les hommes à ce moment-là. Je partais le mardi matin et je revenais le jeudi soir à Midland avec un peu de travail pour une demi-journée. Alors, j'avais déjà commencé le télétravail de la couture à ce moment-là. Vous voyez sur les 3 premières photos, c'est la production, celle-là et moi ici qui travaille sur un des costumes du Roi Lion. Et les 2 dernières, c'était le show c'était Showboat. Alors, la production du Roi Lion, possiblement à votre grande surprise, a été la production la plus monotone que j'ai faite. Il y avait beaucoup de répétitions dans les costumes et on avait besoin de l'ensemble de tous les accessoires du costume afin de vraiment apprécier, le costume. Alors, tout était en petits morceaux décousus. Alors, la partie sur laquelle on travaillait faisait pas beaucoup de sens tant que tous les morceaux étaient rassemblés ensemble pour faire le costume final. En plus, j'ai dû le faire 2 fois. Parce que la compagnie pour qui je travaillais faisait les productions pour Toronto, mais aussi pour Broadway à New York et l'Angleterre. Alors, c'est la seule production que j'ai dû faire 2 fois et moi, je n'aime pas faire les choses 2 fois. Fait que j'ai trouvé ça très difficile de faire le Roi Lion. À la fin de 2006, je retourne au Québec, dans ma ville natale, et je continue à faire de la massothérapie parce que j'avais suivi un cours en massothérapie. Mais malgré mon délaissement de faire de la couture de vêtements, la création me manque encore. Alors, un jour, ma mère me donne une revue dans laquelle je trouve une courte pointe artistique et là, revient le goût de créer. Parce que oui, j'ai fait entre 2000 et 2002, j'ai fait mon cours de massothérapie et j'ai fait ça environ 10 ans et j'ai recommencé à faire de la couture après ça. Alors, ironiquement, en 2011, je prends un cours avec Hélène Quell, que la plupart connaissent maintenant, à Liberton School of Fine Art, à 1h30 de mon ancienne adresse en Ontario, mais cependant à 14 heures de route de Trois-Pistoles. J'aurais pu y penser avant, mais bref, en tout cas, c'était un cours parfait pour moi. Une base générale de la courte pointe artistique, de la teinture, de l'inspiration, petit projet d'essai, bref, une base de connaissances afin que je puisse poursuivre par moi-même. Parce que moi, j'arrivais quand même du monde industriel. Alors, les machines domestiques, j'en avais une, mais tous les produits autour de ça, c'était vraiment très inconnu pour moi. Fait qu'à mon retour, mon conjoint qui voyageait à Toronto m'apporte un concours de magasin de courte pointe lorsqu'il est allé chercher du matériel. J'ai décidé d'y participer. J'ai demandé au magasin de m'envoyer les tissus que je devais inclure dans la courte pointe. Alors, c'est avec une grande déception que je reçois les 3 tissus que vous voyez ici. Les 3 tissus ici, je devais les inclure dans la courte pointe. Alors, j'avais seulement quelques morceaux de batik à l'époque, mais je savais comment teindre à cause du cours que j'avais pris. Alors, j'ai donc commandé de l'équipement pour la teinture. Je ne savais pas quoi faire avec le fond bleu du 3e tissu. Cependant, je savais qu'il y avait les règles ne disaient pas que je ne pouvais pas découper les morceaux. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis débarrassée du tissu bleu parce que je trouvais que les autres couleurs étaient belles. C'était une bonne idée de découper les morceaux. Cependant, je me suis mis un peu dans le trouble quand j'ai voulu mettre les éléments en perspective. Comme le coq était beaucoup plus gros que la ferme, j'ai dû créer une courte pointe beaucoup plus grande que j'aurais dû faire pour une première fois. Mais finalement, j'ai réussi.
Alors, j'ai gagné le premier prix au magasin et lors du même voyage à Toronto, je suis allée au Creative Festival Show du printemps et j'ai parlé sans le savoir à l'éditrice de la revue que vous voyez, A Needle Pulling Thread. Elle a voulu l'avoir pour la revue. Alors, ma courte pointe a été sur la page couverture de la revue à l'automne de 2011. Et lors du lancement de la revue, je suis retournée à Toronto pour le salon d'automne parce qu'on m'avait invité à passer du temps dans le kiosque. Disons que ce fut un beau début et un beau cadeau. Voici un peu plus... ici, je voulais vous montrer que ça, c'est les morceaux que j'avais découpés ici, là, les citrouilles. Et j'avais fait un peu de thread painting, la peinture là, avec du fil, pour cacher un peu que ce soit des morceaux que j'avais découpés. Alors, c'était l'idée derrière le thread painting que j'ai fait ici. Alors, comme je faisais de la courte pointe artistique, dès mes débuts, j'avais dans l'idée d'encadrer mes courtes pointes afin d'atteindre un plus grand public. Et possiblement, je voulais rentrer dans les galeries. Je m'étais donné comme mission de faire connaître la courte pointe artistique à un public plus large. J'ai commencé par des encadrements avec cadre pour trouver une façon esthétique de les monter sur un cadre en bois comme une peinture. J'ai la chance d'avoir mon père qui me fait mes cadres la grandeur que j'ai besoin. L'encadrement, cependant, m'a permis de vendre mes productions au fur et à mesure dans différentes avenues et surtout sur Internet. Alors, la première courte pointe est une courte pointe que j'ai faite pour une cliente, celle-ci. Elle m'avait avoué après la livraison que lorsque je lui avais montré le dessin, elle était déçue d'avoir un papillon. Mais elle ne me l'a pas dit. Elle me laissait faire la courte pointe pareil parce que ça ne lui disait rien de papillon. Mais lorsqu'elle a vu, elle a reçu la courte pointe et puis elle a vu le titre, ça s'appelait Premier envol. Ça a été le coup de foudre parce qu'elle commençait une nouvelle carrière dans sa vie et là, la toile a pris tout son sens. Fait que ça a été quand même intéressant. La fleur rouge, ici, c'est la courte pointe que j'ai faite après avoir laissé la massothérapie. Alors, j'ai eu l'impression que je l'ai appelée éclosion, mais j'avais plus l'impression que c'était une explosion. J'ai eu l'impression qu'il fallait que, ça faisait longtemps que je retenais la créativité que je ne faisais plus. Et j'ai eu l'impression que ça a sorti en explosion. Ensuite, j'ai fait celle-ci, la beige, et on dirait que je suis allée à l'opposé pour me calmer un petit peu. Et je vais vous montrer celle-ci, ouais, en plus gros. C'est que j'avais fait ça, c'est la première fois et la dernière fois, j'ai fait ça avec des tissus, des tissus de rembourrage, les échantillons qu'ils nous donnent dans les magasins de décoration. Et ça s'effilochait tellement quand j'essayais de l'appliquer que j'ai été obligée de tout refaire au petit zigzag. Chaque petite pièce a été refaite au petit zigzag. Alors, j'ai appris ma leçon et je n'ai plus jamais refait de courte pointe. Je n'utilise aujourd'hui que de la batik. Alors, voilà. Évidemment, bon, ben, j'ai quand même réussi à faire des expositions, mais le plus souvent, je me retrouvais entre deux mondes. Le monde des galeries qui n'était pas très ouvert à la courte pointe et le monde de la courte pointe qui n'acceptait pas les courtes pointes encadrées. Personnellement, je ne me sentais pas très bien avec tous les protocoles du monde des galeries. J'ai donc décidé de vendre mes œuvres par moi-même et quand je suis allée à mon premier salon de courte pointe, j'ai rencontré pour la première fois le monde de la courte pointe et là, je me suis rendu compte très vite que j'étais chez moi. Alors, merci à tout le monde. Et j'ai mis un gros X sur les galeries. Je me suis sentie chez nous et j'ai dit non, les galeries, c'est fini. J'ai quand même fait plusieurs expositions comme le musée McMichael en Ontario, le musée du groupe des Sept. C'était une vente pour une relevée de fonds. Et cette année-là, je crois qu'ils avaient décidé d'innover un peu. Alors, j'ai été choisie parmi les 180 artistes canadiens qui avaient fait application. Ensuite, j'ai eu une exposition de groupe dans une galerie à Toronto. À toutes les années, j'ai un espace réservé dans la petite boutique touristique, genre galerie de ma ville natale, ici, pour exposer. Alors, je vous invite à vous arrêter si vous passez par Trop-Pistole et venir me voir à mon atelier. La photo en bas à droite, ça ici, c'était le musée, les autres artistes qui étaient là. Ça ici, c'était la galerie locale. Ici, c'était le groupe à Toronto. Ici, c'est ma mère, moi et ma nièce. Ma mère, elle a fait c'est un vernissage à la maison du notaire qui est
ici à Trois-Pistoles. Elle fait des tableaux avec des fleurs séchées. Alors, même les petites granges, c'est tous des petits morceaux qui sont découpés, un peu comme on fait, comme je fais, mais elle fait ça avec des fleurs. Et ma nièce fait de la peinture. La dernière photo ici, c'est l'exposition que j'ai eue solo au Musée national à Paducah en 2019. Alors voilà pour les expositions. Alors, j'ai pensé vous montrer quelques courtes pointes moins connues de mon portfolio, moins connues. Je vais être honnête, j'aime bien faire de la courte pointe parce que c'est répétitif et relaxant, mais je trouve ça moins plaisant quand c'est le temps de tout assembler et qu'elles prennent de l'ampleur. Alors, j'en fais pas tellement souvent. Alors, la première photo, ma première courte pointe que j'ai faite dans les années 80 quand j'étais au théâtre à Stratford. Je l'ai toute piquée à la main quand je suis revenue au Québec en 2006. Alors, ce fut un long processus. Même que j'avais une table ronde dans ma maison à ce moment-là, c'était parfait pour le marquage. C'était un patron que j'avais vu dans une revue, je voulais la faire. Alors, les dames au théâtre m'ont conseillé de joindre le guild de Stratford. Mais une fois que je suis arrivée là, il n'y a personne qui savait comment faire la courte pointe appliquée. Alors, j'ai quand même décidé de rester pour la motivation et la compagnie. Ça fait que ce que j'ai fait, j'ai décidé de coudre mes appliqués sur de l'organza. L'organza, ça a un petit peu une raideur, mais c'est très mince, c'est transparent. Alors, c'était facile à coudre, c'était facile à tourner, ça se repassait tout seul parce que la couture poussait vers l'extérieur. Puis, en fait, je pouvais facilement la bourrer par en dessous, par le trou que j'avais déjà fait là, pour la retourner. Alors, cette courte pointe a été achetée par un couple de Montréal. Celle en bas à gauche ici, c'était une expérience que j'avais faite avec une technique que j'avais vue. Elle a été achetée par un médecin de Toronto. Et la dernière est une commande spéciale. Cette dame m'a envoyé des cotons qu'elle avait déjà en sa possession et j'ai dû compléter le choix des tissus. Avec cette courte pointe, j'ai vécu l'horreur des crayons marqueurs friction. Toutes ceux et celles qui font de la courte pointe peuvent sympathiser parce que je pense qu'on a sûrement tous une histoire d'horreur de marquage. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fini la courte pointe, je l'avais marqué avec des crayons friction qui étaient génial parce que ça disparaissait à la chaleur. C'était l'hiver, je l'ai mis dans l'auto. J'allais prendre une photo chez mon ami parce que sa chambre allait bien avec la courte pointe. Je l'ai laissé dans l'auto pour aller prendre une marche d'environ 1 heure. Quand je suis revenue, je l'ai étendu sur le lit. Il y avait des marques rouges partout. Vous ne pouvez pas les voir. Il y avait des petites marques rouges partout. Je devais envoyer la courte pointe le lendemain. J'étais complètement en panique. Je suis revenue à la maison. J'ai regardé sur Internet. Puis là, c'est là que j'ai appris que oui, ça disparaît à la chaleur, mais oui, les marques reviennent au froid. Alors, j'ai emballé la courte pointe, j'ai écrit à ma cliente et je lui ai suggéré de ne pas l'entreposer dans le congélateur. C'est tout ce que je pouvais faire. Et je lui ai dit que si jamais, par malchance, il y avait des petites couleurs rouges qui ressortaient, de mettre de la chaleur dessus. C'est tout ce que je pouvais faire. Je n'ai jamais entendu parler. Alors, j'imagine que ça a bien passé. Elle était bien contente quand même. Alors, voici la courte pointe que j'ai piquée à la main, la seule et unique que j'ai piquée à la main devant la télévision. Vous la voyez un peu plus. C'était quand même assez long. C'était long. Ça a été un bon projet. Alors, un autre. La première est une commande spéciale d'une Américaine. Elle voulait une courte pointe pour sa petite fille avec les princesses de Walt Disney. J'ai dû commander des broderies de quelqu'un d'autre sur Etsy et créer une courte pointe qui les mettrait en valeur. Ça fait qu'il ne fallait pas que je fasse de quoi de trop élaboré parce que c'était vraiment des princesses qui devaient être en primeur, si on veut. L'autre, c'est une courte pointe faite avec des vieux T-shirts Harley Davidson pour une relevée de fonds. Je crois qu'ils ont ramassé plus de 3 000 $ avec la courte pointe. Fait que ce que j'ai fait, j'ai entoilé les T-shirts avec un entoilage à T-shirt léger pour les stabiliser un peu. Et pour faire le patron, j'ai marqué la grandeur qui était possible sur chaque T-shirt. Ensuite, j'ai travaillé par terre à les déplacer, je les mesurais, je les calculais, j'essayais d'agencer les tons des T-shirts jusqu'à ce que j'arrive à placer le tout assez correctement. J'ai pris une photo, puis là, je me suis fait un croquis rapide sur une feuille et pour faire les carreaux et les bordures, quelques calculations, puis là, j'ai commencé à faire le montage de la courte pointe. Comme je trouvais les étiquettes brodées très belles, ben, je trouvais que c'était un vrai gaspillage de les jeter. Alors, je les ai intégrées à l'arrière dans une bande décorative. C'était toutes des beaux étiquettes, toutes bien brodées. Alors, quand je commence un projet, je n'ai pas toujours l'idée du concept.
de ce que je vais faire. Moi, je travaille, je sais que j'ai une courte pointe à faire avec des t-shirts. Je tombe dans l'action en faisant la première étape. Ici, ma première étape était de regarder c'est quoi que j'avais comme t-shirt et de les placer. Le reste, c'est présenté au fur et à mesure, comme l'intégration des étiquettes, par exemple. Tu sais, je n'ai pas pensé à ça avant, c'est qu'au fur et à mesure, le projet m'a montré ce que je devais faire, si vous voulez. Alors, si on fait confiance, puis on prend du recul, quand on n'a pas d'idée, des fois on vient bloquer, on s'arrête, on fait de l'espace, on va faire d'autres choses. Puis là, les étapes nous sont montrées au fur et à mesure. Si on est capable de faire le calme là, dans notre tête. Alors, moi, je crois vraiment que c'est la clé du succès. Moi, c'est la clé de mon succès, en tout cas. Je vous invite à essayer. Comme je vous dis, la plupart du temps, j'ai une idée générale. Je fais juste commencer. Je pense que la partie la plus dure, c'est de commencer. Et au fur et à mesure, les choses se placent. Alors, la chaise que vous voyez est une commande d'une Américaine. Je peux vous dire que j'ai eu ma première exposition solo chez elle, tellement qu'elle m'a commandé de courtes pointes artistiques. J'en ai fait 5 autres en plus de celle-là et une courte pointe toute blanche aussi, là. Le tout a duré environ 1 an et demi. La chaise a été sa première commande. J'ai fait la toile, mais le tout a été rembourré aux États-Unis. Le tabouret est une commande spéciale. C'était un souvenir de famille que quelqu'un m'a donné. Il voulait le mettre au bout du jour. Alors, j'ai conservé les anciennes pattes. Je les ai fait sabler. J'ai recouvert le tissu dans les couleurs qu'ils avaient choisies pour enfin terminer avec ce petit tabouret. Ça, c'est l'ancien ici. Ça, c'est le nouveau. Alors, j'aime bien ça. J'aime bien utiliser la courte pointe pour faire des projets autres. Je suis en train de recouvrir une chaise, justement, avec un tissu que je me suis fait, genre courte pointe. Alors, pour terminer, j'aimerais vous montrer quelques courtes pointes que j'aime beaucoup. Alors, ce sera un survol, comme j'ai une autre présentation qui explique plus mon processus et à partir des courtes pointes de compétition. Mais aujourd'hui, avec le temps qu'on a, je vais vous montrer quelques courtes pointes et quelques courtes pointes de compétition et des courtes pointes que moi, j'aime beaucoup. Alors, le cheval que vous voyez, c'est le premier cheval coloré que j'ai fait. Il a été inspiré d'un Jelly Roll que j'avais en main. Je ne pense pas qu'il y ait une traduction là, pour le Jelly Roll. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est vraiment une série de tissus. C'est une collection de tissus. C'est des bandes qu'on achète tous ensemble. Ça a 2 pouces et demi de large par environ 44 pouces de long. Alors, c'est une collection. Puis quand j'ai eu l'idée de faire le cheval, je ne me suis pas inquiétée si le monde allait aimer ça ou pas. C'était vraiment, je ne savais pas si ça allait marcher, mais j'avais vraiment le désir de le faire et je l'ai fait pour mon propre plaisir. Puis normalement, quand je fais des choses pour mon propre plaisir, c'est normalement ce qui fonctionne très bien. Et ces chevaux colorés-là sont devenus un peu ma marque de commerce, si vous voulez. Alors, j'en fais toujours un autre. J'aime les faire, je trouve ça le fun aussi. Ils me rendent joyeuse, si je peux dire ça comme ça. Ici, vous voyez le premier concours que j'ai gagné au national, c'était le défi Trentex. Pour ceux qui ne connaissent pas le défi Trentex, il s'agit d'un concours de courte pointe. Il y a 5 tissus qui sont prédéterminés d'un quart de verge chacun. Il faut interpréter le thème qu'ils nous donnent. Puis tous les participants ont le même tissu. Comme je vous ai dit, j'ai une compagnie de confection de vêtements pour enfants et la compagnie Trentex était une de mes compagnies favorites pour la qualité des tissus. Quand j'ai vu le défi Trentex, ça m'a comme allumé. J'ai reconnu le nom. Alors, j'avais vu ça dans la revue de Courte Pointe Canada. Alors, ça m'a inspiré et j'ai décidé de m'inscrire. Alors, même si les couleurs, les tissus qu'on a eus, je suis désolée, mais c'était vraiment atroce. C'était des tissus, ceux deux-là en particulier, étaient même épais. Les couleurs, ouf! Alors, tout le monde part avec les mêmes 5 tissus que la compagnie a choisi. Alors, on n'a pas le choix. Ça s'appelle un défi. Alors, vous voyez le ruban dans la forêt. Ici, on appelle ça le flying geese. En anglais, dans le monde de la courte pointe, la plupart des gens savent c'est quoi. Moi, à ce moment-là, je ne le savais pas. C'est tout simplement quelque chose que j'avais déjà vu quelque part et que j'ai ajouté
à ma courte pointe parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Quand j'ai reçu la revue dans laquelle on parlait de ma courte pointe et qu'on vantait l'idée du Flying Geese, j'ai été obligée d'aller sur Google pour voir de quoi il parlait. Parce que je ne savais même pas de quoi il parlait. Là, je me suis rendu compte que probablement ce petit ruban ici m'avait aidé à gagner le concours. En tout cas, je ne peux pas faire autrement que partir à rire. Je me disais, si seulement il savait que c'était par chance. Mais aujourd'hui, je dirais que c'était probablement parce que j'ai su écouter mon intuition. En tout cas, c'est à vous de décider. Je vais prendre une petite gorgée d'eau un instant. Alors, après le premier concours du défi Trendtech, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, l'idée de... C'est comme s'ils me mettaient dans une boîte avec des règles très serrées et j'avais le défi de m'en sortir. Alors, j'ai participé une deuxième année, encore une fois, tout le monde avait les mêmes 5 tissus pour commencer. Le truc du défi Trendtech, c'est qu'il disait souvent, les premières règles, c'était, pour ceux et celles qui peut-être voudraient participer, utiliser les 5 tissus d'une certaine façon, la meilleure utilisation des 5 tissus. Alors, pour moi, ça voulait dire d'essayer d'utiliser les 5 tissus assez également, de ne pas en mettre un à un moment donné, juste un petit soleil dans le coin, là, parce que tu ne sais pas quoi faire avec. L'autre chose que j'ai fait, c'est que dès que j'avais le thème du défi, j'écrivais tout de suite sur papier ce qui me venait en tête. Puis là, je me disais, tout le monde a pensé à ça, alors jette ça à la poubelle, puis pense à d'autres choses. Fait que j'ai fait ça pour les 3. Fait que ça, effectivement, pour celui-là, mettons, on voyait beaucoup d'images. Les gens avaient fait beaucoup des gens qui regardaient par la fenêtre, qui regardaient le jardin. Tandis que moi, j'avais mis les oiseaux dans mon jardin qui étaient à fond dans le jardin, dans ma maison, à la maison. Alors, par la mer. C'était at home in my garden by the sea. À la maison, dans mon jardin, sur le bord de la mer, en fait. C'était le titre. Alors, après avoir remporté le défi 2 années de suite, bon, ben, j'ai dit, je vais essayer de faire le tour du chapeau. Comme les tissus devenaient un peu plus intéressants, ils utilisaient maintenant de la batik. Alors, la décision était facile. J'ai réussi à faire un petit peu un effet de transparence, là. J'ai utilisé un peu de peinture pour aider à donner un peu plus de profondeur aussi, là, sur parce que les tissus, c'était limitant, hein? On n'avait pas pour faire le foncé et le pâle. Alors, un petit peu de crayon, de peinture a beaucoup aidé. Alors, un instant, j'ai perdu ma... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Un petit mot d'encouragement pour ceux et celles qui ne se sentent pas assez bonnes pour envoyer leur courte pointe dans une compétition. Même après avoir gagné 3 ans de l'affilée, le défi Trendtech, je me sentais pas assez de calibre pour rentrer dans la grande compétition du national. Je trouvais ça intimidant parce que j'avais l'impression que c'était pas si longtemps que j'en faisais et que j'avais pas assez d'expérience. Alors, je savais que c'était la prochaine étape. Alors, il faut quand même commencer où on est confortable, mais l'important, c'est vraiment de progresser. C'est parce qu'on se sous-estime tout le temps. Alors, éventuellement, oui, je me suis inscrite au national. Mais ça a pris quand même un bon bout de temps. Premièrement, parce que j'encadrais, c'était encore plus difficile. Mais finalement, je me suis inscrite au national. Alors, Colorful Dream, la plupart d'entre vous probablement connaissent un peu cette courte pointe. C'est vraiment ma première vraie courte pointe de compétition qui m'a valu plusieurs prix. Elle est maintenant au Musée national à Paducah. Pour ceux qui pensent que je suis toujours très créative quand je fais mes courtes pointes, ben pas toujours. Quand j'étais à l'exposition, tout le monde, surtout durant l'entrevue, il pensait que j'étais tellement créative d'avoir utilisé du lin pour le fond. Tout le fond ici, j'avais utilisé du lin. Puis là, c'était, mon Dieu, c'est vraiment génial, blablabla. Puis moi, là, honnêtement, la seule raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que j'avais rien d'autre sous la main. Je ne pouvais pas utiliser d'autres choses. C'est tout ce que j'avais en main, parce que je reste loin de tous les magasins. C'était le seul tissu qui pouvait comme fonctionner. Alors, c'est donc souvent, c'est pas nécessairement, je pense, la plupart du temps, quand on innove, on fait de la création, c'est souvent parce qu'on a un besoin, il nous manque quelque chose, tu n'as pas ce que tu as besoin, alors tu utilises d'autres choses, ce qui fait que c'est différent, et c'est pour ça que les gens s'en rendent compte, puis ils trouvent ça intéressant. Fait qu'il ne faut pas
se limiter parce qu'on n'a pas nécessairement tout ce qu'on voudrait avoir sur la main. Normalement, j'aurais utilisé de la batik parce que c'est ce que j'utilise. Et là, j'ai utilisé du lin parce que je n'avais pas d'autre chose. Et ce fut comme, ah mon Dieu, c'est donc bien intéressant. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois de me rendre compte que j'utilisais quelque chose d'autre. Je me disais, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Puis en fin de compte, c'est ce que les gens voient, puis c'est ce que les gens apprécient. Alors, ici, je vais vous montrer un petit peu ça ici, là, la broderie. Ça a été fait avec un fil de grosseur 12, hein, beaucoup plus gros, parce qu'en plus que le fond était en lin, ce que ça faisait, c'est qu'un fil ordinaire pénétrait trop dans les fibres, alors ça donnait vraiment pas un bel effet de... ça faisait... c'était pas vraiment beau. Alors, avec un fil plus épais, ça donnait plus... je sais pas comment vous dire ça, là, c'était beaucoup plus présent, si je peux dire comme mot. La broderie était beaucoup plus facile à voir. Alors, je ne parlerai pas de toutes mes courte-pointes de compétition, mais j'ai fait la promesse sur un site de parler de celle-ci. Comme j'avais déjà fait un arbre de vie avant celui-ci, je savais que d'avoir l'arbre déjà sur le fond durant le piquage, c'était beaucoup plus difficile. Alors, j'ai décidé de faire la courte-pointe arrière au complet et de faire l'arbre de vie complètement séparé pour celle-ci. Alors, l'arbre a été piqué comme une courte pointe séparée sur un morceau de tissu, comme un montage, comme une courte pointe. Ensuite, j'ai découpé l'arbre pour pouvoir le placer sur mon fond qui était déjà terminé et je l'ai recousu avec un fil monofilament, un petit fil transparent qui ne paraît pas. Ça ne paraissait même pas par-dessus la piqûre de mon piquage de mon arbre. J'étais très contente parce que ça a fait vraiment un effet 3D encore plus présent que si l'arbre avait été piqué avec tout le reste. Je suis vraiment contente aussi parce que cette courte pointe-là, elle a gagné au Royaume-Uni et la juge Linda Seward m'a demandé, elle est en train de republier son livre, je pense pour une 3e fois, The Complete Book of Patchwork, puis elle m'a demandé si elle pouvait utiliser ma courte pointe. Alors, c'est une première pour moi d'avoir ma courte pointe dans un livre de courte pointe. Je ne sais pas, ça devrait sortir bientôt. Alors, celle-ci, c'est une courte pointe qui n'a pas eu la chance de partir en exposition non plus à cause de la COVID, mais j'espère qu'elle va pouvoir partir bientôt. J'aime beaucoup faire les cheveux et la crinière des chevaux. J'utilise la même technique qui est en fait de superposer des morceaux d'1 pouce de large environ à partir du dessous en montant vers le haut pour terminer avec des morceaux simples pour donner l'effet escompté. Fait qu'on dirait, quand on regarde, je crois que la prochaine va vous le montrer plus proche, que j'ai mis tous des petits morceaux séparés, mais non. C'est toutes des bandes que j'applique une par-dessus l'autre. C'est à peu près 1 pouce de large. Et ensuite, à la fin, je vais rajouter des petits morceaux pour compléter. Et ça donne vraiment un effet comme si j'avais pris le temps de mettre chaque petit morceau séparé. Alors, voici une de mes dernières créations. Ici, j'aimerais vous expliquer pourquoi il est parfois impossible de faire des patrons avec toutes les courtes pointes. Parce qu'on me demande souvent, as-tu le patron, as-tu le patron? Quand on décide de faire un patron avec une courte pointe, tout est fait en fonction du patron durant le montage. On se limite un peu dans les couleurs, les morceaux. Puis au montage, c'est très difficile d'avoir la liberté d'ajouter quelque chose parce que la séquence du numérotage est toute à recommencer. Et à chaque fois, ça peut vraiment entraîner beaucoup d'erreurs, sans parler du temps que ça demande de préparer un patron pour le mettre sur le marché. Et quand il est très, très compliqué, ça devient très difficile. Alors, disons qu'on est beaucoup limité dans notre créativité. Ce n'est pas le même processus du tout. Alors, une toile comme celle-ci est faite en grande partie sans patron, parce que la crinière et la forêt, pour moi, ça se fait mieux ainsi. J'ai normalement une ligne guide, mais le tout devient comme un peu très organique. Hein? Alors, ça devient plus difficile de le mettre en patron parce qu'à la fin, j'en ai pas de patron. Je le fais au fur et à mesure. Alors, une courte pointe comme celle-ci,
me donne libre cours à ma créativité. Je peux changer. Je me limite pas au niveau des tissus, des couleurs, des techniques. Alors, si j'ai une image avec celui-là, ben, j'avais comme une image au mur là, que j'avais comme guide, quelques lignes sur papier où je voulais mettre mes arbres. Puis je travaille avec du papier parchemin. Alors, je peux voir à travers. Alors, je peux. Ce que je fais, c'est que normalement, c'est de commencer qui est le plus difficile. Je peux tourner autour de la table à peu près une demi-journée de temps avant de commencer. Puis là, à un moment donné, je me dis, mets un morceau. Là. Puis une fois que le premier morceau est mis, ben là, on dirait que là, ça s'enchaîne. Je prenais un tissu un papier transparent pour venir tracer le prochain morceau, ce que je pensais que je voulais l'avoir. Je l'inversais parce que j'utilise un entoilage qui demande d'inverser le patron. Là. Et je traçais mon entoilage, j'allais le coller sur mon tissu, j'allais le mettre sur ma toile et ensuite je revenais avec mon morceau transparent pour le prochain morceau, voir quelle forme que je voulais faire et où est-ce que je voulais le mettre. Fait que tout le bas ici a été fait, je pense qu'il y avait 4 couleurs, mais je dessinais au fur et à mesure. C'est beaucoup plus facile. La crinière, c'est pareil. J'avais dessiné quelque chose, mais tu peux comme pas suivre le patron, c'est comme trop compliqué. C'est plus facile d'y aller au fur et à mesure avec un peu un guide. Alors, par contre, une courte pointe avec un cheval, comme j'ai nommé, ce cheval-là, il est nommé après des entités divines. Celui-là est beaucoup plus adéquat pour faire un patron. De par sa nature, il est plus simple, il est plus simpliste. Alors, l'image est beaucoup plus adaptée pour ça. En fait, celui-là, il va sortir en patron justement bientôt. Là. Je suis en train de le faire. Alors, j'aimerais terminer en vous donnant la définition d'un artiste que je vous ai promis. Alors, voici. Ça, c'est la définition d'un artiste par Saint François d'Assise. D'Assise ou d'Assise. Celui qui travaille avec ses mains est un travailleur. Celui qui travaille avec ses mains et sa tête est un artisan. Alors, celui qui travaille avec ses mains, sa tête et son cœur est un artiste. Alors maintenant, c'est à vous de décider si vous êtes un artiste dans vos activités de tous les jours ou non. Des fois, je le suis, puis des fois, je ne le suis pas. Je peux vous le dire. Alors, c'est une définition qui est très inclusive. Quand j'ai vu ça, parce qu'on associe souvent quelqu'un qui est un artiste à la peinture, on dirait que c'est collé, peut-être un chanteur, mais on devient quelqu'un qui fait de la cuisine, quelqu'un qui sait élever ses enfants avec amour. Il y a de l'artisterie là-dedans. Les professeurs qui enseignent avec passion et dévotion, peu importe, je crois que cette définition a beaucoup plus, pour moi, à sa place. Et je vous la partage. Et voilà. Sur ce, merci à tous. Si vous voulez me suivre sur Facebook, j'avais un petit, mais c'est pas grave. Si vous voulez en voir plus, non, c'est pas grave. Si vous voulez en voir plus vous pouvez aller sur mon site web, aller sur la galerie, vous cliquez sur la première image et vous pouvez défiler et voir d'autres courtes pointes. Si vous pouvez me trouver sur Facebook, ça me ferait plaisir de vous voir et c'est plus facile de suivre parfois là, qu'est-ce que je fais. Fait que, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre par écrit peut-être. Quelqu'un? Go ahead, Sylvia. It's in English. Okay, c'est beau. If you have questions, you can ask them now. On a des commentaires, donc Lise, tu vas pouvoir les lire, on va te les envoyer, mais en fait, je vais les lire pour les autres gens aussi. Vous êtes très inspirante, je vous vois sourire en faisant vos œuvres. Pour moi, c'est ce qui compte le plus. Une autre question ici en anglais, do you only use commercial fabrics or do you ever use hand-dyed? Hand-dyed, l'arbre de vie qui est derrière, là. Celui-là, toute l'arrière ici, le bleu, pour avoir ce bleu-là, et toutes les couleurs ici, les montagnes, c'est tout du hand-dyed que j'ai fait. Alors, quand je n'ai pas la couleur, je dois teindre parce que je suis tellement loin, puis commander. Was it in English? I'm sorry. Yes, the question was in English, yes. I'm sorry. It's like, it didn't make it. Well, okay. On va changer la cassette. Sorry about that. Yes, I do hand dye because I live far from all stores. And if I
ordering and getting the fabric and it's not working after 2 weeks of waiting, I have to dye some of the fabric. And this one here, the blue one, all the blue here wasn't dyed. And sometimes I will hand dye it just to get the effect because it doesn't get the same kind of, you don't have as, sometimes you can have a smoother fabric depending on what you need. Yeah. OK. On continue avec les commentaires. Merci, très belle présentation. Merci. Un grand merci. Super intéressant. On adore tes chevaux. Et comment? Oui, ben, ils sont très beaux, effectivement. Pour le piquage, est-ce que tu utilises un long arm? Non, j'en ai une, ça fait 1 an que je n'ai pas touché. J'ai une courte pointe qui est dessus, je n'ai pas touché. Ah non, again, it's in English, sorry. Non, la question était en français. Voyons donc, honnêtement. C'est correct, c'est un peu mélangeant lorsqu'on Je réponds aux 2 langues, c'est correct. Non, j'ai une tiara. J'ai commencé avec ma domestique, mais je savais que j'allais comme la brûler. Alors, je me suis acheté une tiara. Je trouve ça beaucoup plus facile, beaucoup plus relaxant. Parce que tu contrôles la vitesse. Alors, ouais, je préfère la long arm sit-down qu'on appelle, là, assis. OK. On demande si tu vas donner des ateliers. Donc, on espère bien. Le droit de dire oui. C'est un étape à je n'étais pas sûre. Disons que c'est à suivre. C'est à suivre, effectivement. Donc, effectivement, encore là, c'est beaucoup de beaux commentaires là, qu'on va te faire parvenir. Donc, beaucoup de remerciements. Ben, merci à tous. On te dit une artiste de grande qualité et un talent illimité. Comme vous tous. Comme vous tous d'ailleurs. Vraiment. Bon, donc, are there any more questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a quelque chose qui vient de se rajouter. OK. Félicitations pour tes prix. Très belles œuvres au pluriel. Merci. Oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, no more questions. On va te remercier beaucoup, Lise. Vraiment, là, tu es inspirante et tu représentes très bien le Québec, je dois avouer, lorsque tu participes à toutes les belles expositions auxquelles tu participes. C'est mon fun. Et moi, j'aime beaucoup ta définition d'un artiste. Oui, hein? Ben, c'est ça, vous pouvez la copier. Ouais. Non, mais vraiment, là, c'est ça. Mais il faut vraiment garder ça en tête, cette définition-là. Effectivement. Oui. Bon, merci beaucoup. Merci. Donc, thank you very much, everybody. Merci infiniment, Lise. Merci, bye-bye. Bye-bye.